Très bien. Alors, on continue notre cours. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière séance en ce qui concerne le premier chapitre. Donc, on va essayer de finaliser le premier chapitre de l'économie monétaire et financière 2, ce premier chapitre qui est relatif au financement de l'économie ou bien aux modalités de financement de l'économie. Alors, bien sûr, la dernière fois, là, tout au long de ce chapitre-là relatif au financement de l'économie, on a distingué entre ce qui est un agent à capacité de financement et un agent à besoin de financement. Un agent à capacité de financement, il dispose des ressources excédentaires, alors qu'un agent a besoin de financement, il, dépend, il a des dépenses qui sont supérieures aux ressources depuis, et il a besoin de financement. Donc, on a distingué entre un financement interne et un financement externe. Financement interne, c'est l'autofinancement. Dans le financement externe, pardon, on va trouver deux modes de financement qui sont le financement indirect ou bien intermédiaire, ainsi que le financement direct ou le financement qu'on appelle aussi des intermédiaires. Alors, dans un financement indirect ou un financement intermédiaire, on va toujours trouver l'existence d'un intermédiaire entre l'agent à capacité de financement et l'agent à besoin de financement. Alors que dans le financement direct, ما غنلقاوش هذاك l'intermédiaire entre les deux agents à capacité de financement et à besoin de financement. Ok. Donc, on a dit aussi qu'un système financier il permet de lier entre deux agents, les prêteurs ainsi que les emprunteurs. Le prêteur, c'est celui qui dispose de l'argent, c'est l'agent à capacité de financement. L'emprunteur, c'est celui qui a besoin de se financer ou de financer ses besoins, quand c'est mieux l'emprunteur, parce que c'est lui qui va emprunter l'argent. Alors, je fais d'abord le financement externe intermédiaire, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'intermédiation financière. L'intermédiation financière, on a toujours un intermédiaire financier qui va jouer le rôle entre l'agent à capacité de financement, l'IWA, le prêteur, et l'agent à besoin de financement, l'IWA, l'emprunteur. Donc, dans l'intermédiaire financier, il va collecter les fonds sous forme de dépôt de la part des agents à capacité de financement et il va les distribuer sous forme de crédit auprès des agents à besoin de financement, les emprunteurs. Alors, l'intermédiation financière, on a vu l'époque avant la réforme de 1993 et on a vu après la réforme de 1993 et du coup, on a aussi vu la réforme ou la réforme de la loi bancaire de 2006 en ce qui concerne l'intermédiation financière. Alors, avant la réforme, l'intermédiation financière était assurée par trois intermédiaires, le système bancaire, les intermédiaires financiers spécialisés, ainsi que le trésor public. Donc, avant 1993, les organismes qui assuraient l'intermédiation financière n'offraient pas aux agents économiques euh, assez de moyens pour leur permettre de se financer, ainsi que de financer leurs différents besoins. Les organismes qui ont le système bancaire et les intermédiaires financiers spécialisés, ainsi que le trésor public. Donc, les autorités monétaires ont décidé de réformer le système d'intermédiation financière. Ok. Et depuis, les autorités monétaires vont mettre en place la nouvelle réforme de 1993. L'objectif de la réforme, c'est d'irriguer le financement de l'économie, c'est-à-dire essayer d'atteindre un nombre maximum d'agents économiques non financiers, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de financement à travers l'accroissement des modalités de financement de l'économie et de la mise à disposition, bien sûr, des crédits à court, à moyen et à long terme au profit des agents économiques. Alors, la réforme d'IL 1993 va englober trois mesures principales. La déréglementation, le décloisonnement et la désintermédiation. Donc, la première, il y a la déréglementation qui a deux objectifs. D'abord, limiter le contrôle exercé par la Banque centrale sur les établissements de crédit, c'est-à-dire que les établissements de crédit vont être moins contrôlés par la Banque centrale. Ou le deuxième objectif, ou accroître la concurrence interbancaire, c'est-à-dire augmenter la concurrence interbancaire.
Alors, la déréglementation, hein, elle est basée sur trois mesures. Il y a d'abord le désencadrement du crédit, la libéralisation du taux d'intérêt et l'assouplissement des réserves obligatoires. Ok. Donc, le désencadrement du crédit, c'est-à-dire que la Banque centrale ne va plus fixer le nombre de crédits à distribuer, c'est-à-dire là, une distribution de crédits qui est illimitée. Libéralisation du taux d'intérêt, c'est-à-dire que la Banque centrale ne va plus fixer les taux d'intérêt débiteurs et créditeurs, les taux fixés par l'établissement de crédit lui-même et non pas par la Banque centrale. On a aussi assouplissement des réserves obligatoires, les rehaussements un taux de 0%. Donc, les banques ou les établissements de crédit, ils vont avoir plus de liquidités et depuis, ils vont pouvoir distribuer plus de crédit. Mais le problème, c'est qu'il y a la mise en place des conditions draconiennes d'éligibilité. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui peut avoir un crédit. Ok. Donc, il y a une étude de dossier. On va essayer de filtrer les demandeurs de crédit. Et puis, cela, vu que les conditions sont des conditions qui sont trop difficiles, on a le filtre. Et depuis, on va essayer d'éliminer un maximum de personnes. Donc, là, cela représente un frein pour le financement de l'économie parce que plusieurs agents économiques, surtout par exemple quand on parle des petites et moyennes entreprises, ils ne vont pas avoir accès à ce genre de crédit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les conditions d'éligibilité pour bénéficier du crédit. Donc, je fais aussi la deuxième mesure de la réforme de 1993, il y a le décloisonnement. Alors, le décloisonnement, il vise d'abord à l'augmentation du nombre des intervenants dans le financement de l'activité économique à travers la suppression des frontières entre les établissements de crédit, à travers la suppression des frontières entre les banques. C'est-à-dire, on n'a plus des banques spécialisées dans des crédits à court terme et des banques spécialisées dans le crédit à long terme. On n'a plus d'institutions financières spécialisées, ok, dans un secteur déterminé. Donc, il s'agit ici de confondre l'ensemble euh, des établissements de crédit. On ne va plus parler de banques commerciales, de banques de crédit ou bien des institutions financières spécialisées. On va parler plutôt d'un établissement de crédit. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a unifié le cadre juridique qui régit l'intermédiation financière. Alors, toujours dans le cadre du décloisonnement, on a créé à plusieurs instances de surveillance. Exemple, conseil de surveillance, conseil national de la monnaie et de l'épargne, comité des établissements de crédit et commission de discipline des établissements de crédit. Bien sûr, à des instances, ils vont veiller au respect des mesures de protection des déposants et des épargnants à travers l'application stricte des règles prudentielles. Ok. Donc, en ce qui concerne la réforme bancaire de 2006, alors les nouveautés qu'apportait cette réforme, c'est d'abord le contrôle des banques par la Banque centrale à travers la mise en place d'un dispositif de supervision bancaire comptable qui respecte les standards internationaux. Donc là, on va parler du traité de Bâle 1, Bâle 2 et de Bâle 3 qui va être appliqué par la Banque centrale pour contrôler les établissements de crédit ou là, les banques commerciales. Aussi, il y a un encadrement légal et réglementaire de l'activité de commercialisation des produits et services des banques participatives. Les banques participatives, donc on parle ici des banques islamiques, le banque islamia. Le microcrédit est un produit aussi qui a été introduit par la réforme de 2006 et aussi on a la caisse de dépôt et de gestion ainsi que les services financiers de Barid Al-Maghrib. Alors, l'objectif de la réforme de 2006, c'est l'amélioration, bien sûr, des conditions de l'offre de financement à travers les établissements de crédit et à travers les banques participatives. Ok. L'objectif ici, il est de générer plus de distribution de crédit. Donc, en ce qui concerne les réformes de l'intermédiation financière, donc on a des réformes de 1993 ainsi que les réformes de 2006.
Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé d'ouvrir le robinet, hein, on a essayé de distribuer plus de crédits à travers ces réformes. Donc, les réformes, ils ont permis de, euh, d'ouvrir le robinet, de distribuer plus de crédit, mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les mesures, ils sont bonnes, c'est des bonnes mesures pour essayer de distribuer des crédits, d'accroître le financement de l'économie, mais attention, il y a une barrière qui ne va pas permettre à, l'accroissement du financement de l'économie, depuis la distribution des crédits. À de la barrière, c'est les mesures prudentielles, notamment les règles prudentielles des traités BAL 1, BAL 2 et BAL 3. Donc, là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'intermédiation financière ou les réformes de l'intermédiation financière n'ont pas réussi à offrir plus de modalités de financement. Et ni malgré qu'on a fait les réformes d'intermédiation financière, on n'a pas pu atteindre les agents économiques à besoin de financement, dont la plupart sont des PME qui ont un grand besoin de financement et depuis, mais ils n'ont pas des critères d'éligibilité pour bénéficier des crédits. Donc, après l'échec des réformes d'intermédiation financière, que ce soit de 1993 ou bien de 2006, on a un autre moyen de financement. Parce qu'au début, on a parlé dans le financement externe d'un financement indirect et d'un financement direct. On a échoué dans la réforme du financement indirect. Donc maintenant, on va aller promouvoir le financement direct. Le financement des intermédiaires. Ok. Donc, le financement direct, c'est un transfert de monnaie d'un agent à capacité de financement vers un agent à besoin de financement de manière directe, c'est-à-dire sans passer par un intermédiaire, sans passer par une banque, par exemple. Alors, la réforme du financement indirect, ça va viser, bien sûr, la désintermédiation ici parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, le financement direct, on parle du marché des capitaux. Alors, le marché des capitaux, il se subdivise en deux marchés. On a un marché monétaire et un marché financier. Le marché monétaire, il a été réformé en 1995. Donc, douina a le marché monétaire avant 1995 et après 1995. Donc, avant 1995, le marché monétaire, c'était un marché d'abord interbancaire. Et quelles sont les institutions qui peuvent intervenir dans le marché monétaire? C'est juste les établissements de crédit. OK? Et c'était un marché de mouvement des capitaux à court terme et au jour le jour. OK? Donc, après, bien sûr, la réforme de 1995, on va autoriser les agents économiques non financiers, les ménages ainsi que les entreprises, à accéder au marché monétaire. OK? Donc, au début, qui pouvaient accéder au marché monétaire, c'était les agents économiques non financiers, les intermédiaires financiers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait un marché interbancaire, parce que c'était réservé aux établissements bancaires. Maintenant, après la réforme de 1995, on va autoriser les agents économiques non financiers, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, à accéder à ce marché. OK? Alors, la deuxième chose qu'on va faire, on a dit qu'au début, quand le marché interbancaire, c'était un marché de capitaux à court terme. OK? Donc, là, avec la réforme de 1995, on va autoriser les mouvements de capitaux à court, à moyen et à long terme à travers l'introduction de nouveaux instruments, les TCN. Donc, si vous vous rappelez bien, alors on a vu les TCN au niveau du semestre 3. Donc, les TCN, c'est les titres de créances négociables. Les nouveaux titres de créances négociables, c'est les certificats de dépôt émis par les banques dont la durée varie entre 10 semaines et 7 ans. On a les bons de trésor négociables dont la durée varie entre 13 semaines et 15 ans. On a les bons des sociétés de financement dont la durée varie entre 2 et 7 ans.
Et on a les billets de trésorerie émis par les entreprises dont la durée varie entre 10 semaines et un an. Donc, on a les titres de créances négociables qui ont été introduits suite à la réforme de 1995. Donc, il y a les certificats de dépôt ainsi que les bons de trésor, bons de société, billets de trésorerie. Alors, on en a parlé le semestre 3. OK. Donc, c'est les changements qu'a apporté la réforme du marché monétaire de 1995. Donc, quand on a les agents économiques non financiers qui peuvent accéder au marché monétaire, d'abord les agents économiques non financiers et les agents économiques financiers. Donc, pardon, ici, j'ai commis une erreur, c'est les agents économiques non les agents économiques financiers, les intermédiaires financiers, c'est-à-dire les établissements bancaires, ou les agents économiques non financiers, les ménages et les entreprises. Donc, il y a une introduction des agents économiques non financiers, les ménages et les entreprises. Il y a aussi autorisation des mouvements de capitaux à court, à moyen et à long terme à travers l'introduction de nouveaux instruments, les TCN, les titres de créances négociables. Alors, le problème ici au niveau du marché monétaire, que même si on l'a réformé, même si on a permis la participation des agents économiques non financiers, les ménages et les entreprises, et même si on a introduit, on a autorisé pardon, le mouvement des capitaux à moyen et à long terme, et on a essayé d'introduire de nouveaux instruments, il y a toujours une barrière à l'accès du marché monétaire. Il y a de la barrière, c'est que le montant unitaire minimum pour participer, par exemple, à travers les nouveaux instruments liés au mal TCN, on a 500 000 dirhams pour les bons de trésor négociables. C'est le montant unitaire minimum pour les TCN. On a 500 000 dirhams pour les bons de trésor négociables et 250 000 dirhams pour les trois autres titres, les certificats de dépôt émis par les banques, les bons des sociétés de financement, les billets de trésorerie émis par les entreprises. OK? Donc, on a même avec la réforme de 1993 visant à la réforme du marché monétaire, il y a toujours des barrières qui ne permettent pas de rendre le marché monétaire accessible pour les petites et moyennes entreprises. OK? Parce qu'avec le montant unitaire minimum est un montant qui est élevé, surtout pour les petites et moyennes entreprises. OK? Alors, l'objectif de la réforme de 1995 du marché monétaire, c'est d'abord l'accroissement de la liquidité bancaire et deuxièmement, augmentation des possibilités de financement de l'économie par le marché bancaire. OK? C'est-à-dire que c'est un marché où on va accéder les établissements bancaires ainsi que les ménages et les entreprises pour se financer. Normalement, ça va représenter une alternative du marché financier indirect. OK? Donc, on a normalement les agents économiques, que ce soit des agents économiques financiers ou non financiers, ils vont avoir le choix, bien sûr, ou bien d'aller vers le financement indirect, l'intermédiation financière, c'est-à-dire aller voir des intermédiaires bancaires, ou bien aller directement voir le financement direct, et là, le marché monétaire. OK? Donc, on a l'objectif, c'est d'accroître la liquidité bancaire et aussi l'augmentation des possibilités de financement de l'économie par le marché bancaire. OK? Donc, on a la réforme de 1995, le marché monétaire, a permis aux agents économiques non financiers d'accéder au marché monétaire. Elle a dit c'est une très bonne chose. Et au début, qu'est-ce qui pouvait accéder au marché monétaire? C'est juste les agents économiques financiers, les établissements bancaires. Maintenant, les agents économiques non financiers, les ménages et les entreprises peuvent aussi accéder au marché monétaire. La réforme a autorisé aussi des mouvements de capitaux
à moyen et long terme. Au début, uniquement le court terme. D'abord, le court, le moyen et le long terme. OK? Mais malgré cela, est-ce qu'on peut dire que la réforme de 1995 du marché monétaire a atteint son objectif? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des barrières, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Exemple, montant minimum fixé pour les titres de créances négociables est un montant qui est très élevé, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Et automatiquement, le marché monétaire reste inaccessible pour les petites et moyennes entreprises. OK? Donc, malgré la réforme, le marché monétaire reste inaccessible pour les PME. OK? Donc, maintenant, hein, quand on parle de financement direct, hein, il s'agit du marché de capitaux, hein, l'effet, le marché monétaire et le marché financier. OK? Donc, je fais le marché financier, je fais la réforme du marché financier, ou je fais que la réforme du marché financier n'a pas atteint son objectif, hein, dans l'accroissement des modalités du financement de l'économie, parce qu'on n'a pas pu atteindre, hein, les petites et moyennes entreprises. D'abord, on faut le marché financier. Alors, quand on parle du marché financier, le marché financier est un marché de capitaux à long terme. OK? C'est un marché de capitaux à long terme. Alors, je fais le marché monétaire, hein, après la réforme, c'est un marché, hein, de capitaux à court, moyen et long terme. Alors que le marché financier, c'est un marché de capitaux à long terme. Alors, l'émission et la négociation des titres dont l'échéance est supérieure à 7 ans. On ne peut pas émettre ou négocier des titres dont l'échéance est inférieure à 7 ans. On ne peut émettre ou bien négocier que des titres dont l'échéance est supérieure à 7 ans. C'est pour ça qu'on parle, hein, d'un marché de capitaux à long terme. OK? Donc, le prix des titres offerts se détermine en fonction de l'offre et de la demande. Yani les titres qu'on va vendre ou qu'on va acheter enfin, le marché financier, le prix le prix de ces titres-là, il est déterminé en suivant la loi de l'offre et de la demande que vous avez bien évidemment étudié au niveau de plusieurs matières. Donc, quand l'offre est supérieure à la demande, hein, le prix va baisser. Okay? Quand l'offre est inférieure à la demande, hein, le prix, hein, des titres va augmenter. Okay? En respectant bien sûr deux principales composantes du marché financier. Le marché financier, on a toujours des agents offreurs de capitaux et on a des agents demandeurs de capitaux. Alors, les agents offreurs de capitaux, je connais on a les agents à capacité de financement. C'est les agents qui ont, hein, des capitaux, hein, ils ont des ressources. Donc, c'est des agents qui vont offrir leurs capitaux. Ils vont offrir des capitaux. On a des agents demandeurs de capitaux. Moi, c'est les agents qui ont besoin de financement. C'est les agents à besoin de financement. Donc, ils demandent des capitaux et en contrepartie, ils vont offrir des titres. OK? Donc, les agents demandeurs de capitaux vont offrir des titres en contrepartie des capitaux qui vont venir de la part des agents offreurs de capitaux, les agents à capacité de financement. Donc, je connais les demandeurs de capitaux, c'est les agents ont besoin de financement, qui ont besoin de capitaux. Ça peut être l'État, ça peut être des entreprises publiques, ça peut être les entreprises privées et ça peut être les établissements de crédit. Je connais les offreurs de capitaux, c'est les agents à capacité de financement, c'est des gens qui ont des ressources, qui ont des capitaux à offrir. Ça peut être des agents physiques, des compagnies d'assurance, les OPCVM, hein, les organismes de placement collectif de valeur mobilière, donc on les a déjà vus. Ça peut être des caisses de retraite ou bien les établissements de
crédit. Alors, dans un marché financier, on a un marché primaire et on a un marché secondaire. Marché primaire et un marché secondaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau d'un marché primaire? On émet des titres. OK? Donc, là, au niveau d'un marché primaire, on va émettre des titres. Au niveau d'un marché secondaire, on va échanger les titres émis. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, hein, il y a une entreprise qui est demandeur de capitaux. Un agent qui est demandeur de capitaux, qui a besoin de financement, qui a besoin de capitaux. Et là, il a le marché financier. Si cet agent s'est adressé au marché financier, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir des capitaux, pour avoir des moyens de financement? Il va émettre des titres. C'est-à-dire qu'il va émettre des titres, il va vendre des titres. Là, à de l'agent qui va vendre ces titres, il va les vendre au niveau de quel marché? Au niveau du marché primaire. Ok. Supposons que l'agent A, il est venu, il a émis des titres. De l'agent A, c'est un agent a besoin de financement, c'est un agent demandeur de capitaux, il a besoin de capitaux, il va émettre des titres au niveau du marché primaire. Donc, on a un autre agent, un agent B. L'agent, c'est un agent à capacité de financement, un agent offreur de capitaux. Donc, Régis, là, le marché financier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter les titres émis par l'agent A. Okay. Une fois il achète les titres émis par l'agent A, que ce soit la totalité ou bien une partie des titres émis, automatiquement, il offre des capitaux à l'agent A. Okay. Donc, l'agent B, il va acquérir des titres, il va acheter des titres au niveau du marché primaire, il va donner en contrepartie de ces titres les capitaux, le prix de ces titres-là. Alors, l'agent B qui a acheté les titres le marché primaire, il peut les revendre au niveau du marché secondaire. C'est ce qu'on appelle échange des titres émis. C'est-à-dire que les titres, ils ont déjà été émis au niveau du marché primaire et vendus. Donc, avec l'acheteur des titres émis, c'est lui qui pourra les échanger au niveau du marché secondaire. C'est-à-dire qu'il peut les revendre au niveau du marché secondaire. Le prix de vente, il dépend de la loi de l'offre et de la demande. Le prix, il est fixé à travers la loi de l'offre et de la demande. OK, donc, marché primaire, il est destiné à l'émission des titres. Le marché secondaire, il est destiné à l'échange des titres émis et vendus. OK? Alors, si les titres sont acquis par des agents financiers, alors là, on parle de création monétaire. Et depuis, on parle d'un financement qui est monétaire. Si les titres émis sont acquis par des agents non financiers, alors là, on ne parle pas de création monétaire, donc on parle d'un financement qui est non monétaire. OK? Donc, quand on parle des titres, on parle des titres, bien sûr, qui sont émis au niveau du marché financier. OK? Alors, on a un exemple. Si une entreprise A émet 10 000 titres à un cours X, le cours ici, ça veut dire le prix. Un prix qui est X par exemple. Sur le marché primaire, bien sûr, toujours l'émission des titres s'effectue au niveau du marché primaire. Donc, les agents économiques peuvent acquérir les titres émis. OK? Donc, on a l'entreprise A, ici dans le cercle, qui émet 10 000 titres. Il émet les 10 000 titres où ça? Au niveau du marché primaire. L'entreprise A, c'est un agent qui est demandeur des capitaux. Parce que pourquoi l'entreprise a émis les titres? Parce qu'elle a besoin de financement. Elle a besoin de capitaux.
Donc, on a d'autres agents qui sont des agents offreurs de capitaux. Exemple, l'entreprise B qui va acheter, donc, par exemple, il va acheter une partie ici, il a acheté 1000 titres. Donc, l'entreprise B n'a pas acheté la totalité, elle a acheté 1000 titres. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs agents et chaque agent va acheter la quantité de titres qu'il souhaite. L'achat de ces titres, il a été effectué au niveau du marché primaire. Donc, émission et achat a été effectué au niveau du marché primaire. Alors maintenant, l'entreprise B qui a acheté les 1000 titres, au niveau du marché primaire, il peut décider après de les revendre. Donc, si l'entreprise B décide de revendre ses titres, elle va les revendre au niveau du marché secondaire. Elle ne peut pas les revendre au niveau du marché primaire. Donc, l'entreprise B peut revendre les titres acquis, par exemple, à 1100 dirhams au niveau du marché secondaire. Had les 1100 dirhams, le prix, pardon, had les 1100 dirhams, c'est un prix qui est déterminé par la loi de l'offre et de la demande au niveau du marché secondaire. Donc, là, on va dire que le marché secondaire permet aux agents ayant déjà acquis les titres, donc déjà les titres au niveau du marché primaire, exemple, d'agents économiques offre de capitaux à l'entreprise B qui a déjà acheté les titres au niveau du marché primaire, elle va le revendre au niveau du marché secondaire. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Là, quand elle va le revendre au niveau du marché secondaire, elle va essayer de retrouver la liquidité de leur placement. Pourquoi? Parce qu'au niveau du marché primaire, quand l'entreprise B a acheté les titres, elle a perdu la liquidité. Donc, là, elle va essayer de récupérer la liquidité. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Très bien. Donc, si c'est clair, je continue. Alors, quand on va parler de titres, on va distinguer deux types de titres. On a les actions, les obligations. Donc, quand on va parler des titres au niveau du marché financier, on a des actions et on a des obligations. Alors, on les actions. Alors, l'action est un titre de propriété correspondant à une fraction du capital social de la société émettrice. Donc, un titre de propriété, c'est-à-dire que l'action, c'est un titre de propriété. C'est-à-dire que je suis un propriétaire. Propriétaire de quoi? Propriétaire d'une fraction du capital social de la société émettrice. La société émettrice, c'est qui? C'est la société qui a besoin de financement, qui a besoin de capitaux, et depuis, elle essaye d'émettre les titres, c'est-à-dire de vendre les titres en contrepartie d'un capital. Donc, quand quelqu'un va venir et va acheter l'action, il va payer un montant déterminé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va offrir du capital, c'est-à-dire c'est un agent offreur de capitaux. Il va acheter de l'action, c'est-à-dire il va acheter une fraction, il va être propriétaire d'une fraction du capital social de cette entreprise-là. Automatiquement, on va dire qu'il s'agit d'un titre faisant l'objet de transactions sur le marché financier et dont le rendement est aléatoire. Donc, c'est un titre faisant l'objet de transactions sur le marché financier parce que les titres ils sont émis au niveau du marché financier et ils sont achetés par un autre agent au niveau du marché financier. On a dit que le rendement est aléatoire. Pourquoi? Parce que une action donne un rendement annuel. Alors le rendement, on l'appelle dividende. C'est-à-dire celui qui va acheter l'action va toucher un rendement annuel qui est appelé
dividendes. Les dividendes. Donc, les dividendes, donc le rendement de l'action, hein, c'est un rendement qui est aléatoire. C'est-à-dire que واحد العام يقدر يطلع, واحد العام يقدر ينزل. Ok. Donc, avec le cours de l'action ou le rendement de l'action qu'on appelle dividende, il varie d'une année à une autre, hein, selon, en respectant plusieurs facteurs. Ok. Donc, exemple, on a un agent A qui acquiert, qui achète les actions émises lors de la création d'une entreprise ou suite à l'augmentation du capital. C'est-à-dire, ou bien c'est une nouvelle entreprise qui vient d'être créée, ou bien c'est une entreprise ancienne, mais qui vient d'augmenter son capital. Ok. Donc, on a l'agent A, il a acheté l'action, par exemple, émise par cette entreprise. Donc, on va dire que l'agent A, il dispose d'une fraction du capital social. C'est-à-dire qu'il dispose d'une partie du capital social de cette entreprise. Et depuis, l'agent A, il est copropriétaire de l'entreprise. OK? Donc, l'agent A, il est copropriétaire avec le pourcentage déterminé qui peut être 1%, 0,5%, 2%. Hein, il est copropriétaire de cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il détient des actions. Et s'il détient des actions, alors il détient une partie du capital social, c'est-à-dire une fraction du capital social de cette entreprise. Donc, les cas dont on a parlé, la création d'entreprise ou bien l'augmentation, hein, de capital d'une entreprise. Alors, dans ces deux cas, hein, au niveau du marché financier, hein, l'entreprise va devoir émettre des titres sur le marché primaire. Si l'entreprise vient d'être créée, elle devra émettre les titres, hein, pour appeler, hein, les offreurs, hein, de capitaux à participer dans le capital de cette entreprise. Si c'est une entreprise ancienne et qu'il a besoin peut-être de capitaux pour investir dans de nouveaux projets, dans de nouveaux produits, elle a besoin de capitaux. Donc, on a qu'à dire le marché financier pour faire appel à qui? Pour faire appel aux offreurs de capitaux. OK? Donc, pour faire appel aux offreurs de capitaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre des titres sur le marché primaire. Bien sûr, à des offreurs de capitaux, ils vont venir, ils vont acheter ces titres, ils vont offrir à l'entreprise des capitaux, hein, des moyens de financement. Ils vont offrir à l'entreprise de la liquidité. De la liquidité va permettre à l'entreprise, hein, de financer ses différents besoins. Financer un nouveau produit, peut-être financer un nouveau projet. Si elle vient de se créer, financer les différents besoins de lancement de son activité, etc. OK? Donc, là, supposons que régie de l'agent A, hein, qui va acheter les titres émis par cette entreprise-là au niveau du marché primaire. Donc, là, acquisition sur le marché primaire des titres par qui? Par l'agent A. De l'agent A, c'est un offreur de capitaux. OK? Et l'entreprise, c'est un agent demandeur de capitaux. OK? L'agent A, c'est un agent à capacité de financement parce qu'il a des ressources, excédentaires. L'entreprise, c'est un agent à besoin de financement. Elle a besoin des capitaux, de ressources pour financer ses besoins. OK? Donc, on a de l'agent A, hein, qui a acheté les titres au niveau du marché primaire. De l'agent A, il a le droit de regard sur la vie de l'entreprise. Alors, on parle de l'entreprise, bien sûr, qui a émis les titres du marché primaire. Donc, si l'agent A achète les titres émis, hein, au niveau du marché primaire, automatiquement, il devient copropriétaire de cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il détient une fraction du capital social de cette entreprise. OK? Donc, il est un copropriétaire de cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il détient, hein, il détient une fraction du capital social à travers les actions qu'il a achetées. OK? Donc, là, on va dire que l'agent A, une fois il a acheté ses actions, ses titres, alors il a le droit de regard sur la vie de l'entreprise, c'est-à-dire
qu'il a le droit de voir les différentes activités de l'entreprise avant son achat et après son achat. OK? C'est-à-dire l'historique de l'entreprise ainsi que les projets futurs, etc. OK? La deuxième chose, il a le droit de participer aux assemblées générales de l'entreprise. S'il y a une assemblée générale de l'entreprise, elle a le droit de participer. OK? Pourquoi? Parce qu'il est copropriétaire de cette entreprise. Et le troisième droit, il a le droit de revendre les actions ou les titres achetés au niveau du marché secondaire, bien sûr, au prix du marché. Le prix du marché, il est déterminé ensuite à la loi de l'offre et de la demande. OK? Donc, l'agent qui va acheter les titres émis au niveau du marché primaire, il peut les revendre sur le marché secondaire, bien sûr, quand il le veut. OK? Et il a aussi le droit de participer, tant qu'il dispose des actions, il a le droit de participer aux assemblées générales de l'entreprise et il a le droit de regard sur la vie de l'entreprise. Je continue. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la part du capital éjecté sur le marché par les entreprises émettrices des titres, elle dépasse rarement 49%. C'est-à-dire, quand on va dire qu'une entreprise a émis des titres euh, au niveau du marché primaire, hein, par exemple, il a émis 1000 titres, 100 titres, 1 million de titres, etc. Et donc, les 1 million de titres, alors ça représente quoi? Ça représente une fraction du capital social. Et depuis, c'est une partie, un pourcentage du capital social. Donc, avec le pourcentage des titres émis, alors, il dépasse rarement 49%. Hein. Pourquoi? Parce que les entreprises demandeurs de capitaux essayent toujours de garder le pouvoir de décision. Supposons qu'une entreprise va émettre, par exemple, 50% du capital au niveau du marché primaire. Il va émettre des titres à vendre au niveau du marché primaire ou à l'ensemble des titres. Alors, ils valent 50, par exemple 55% ou la 60% du capital de l'entreprise. Donc, si donc les 55% sont acquis par des agents, d'autres agents, bien sûr, économiques, alors, donc les agents économiques qui vont acquérir le titre, les 55% ou la 60%, c'est eux qui vont avoir le pouvoir de décision sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce sont des copropriétaires et qui disposent de la majorité du capital de l'entreprise. Ils disposent de la majorité des actions. C'est des actionnaires majoritaires. Et depuis les actionnaires majoritaires, c'est eux qui disposent du pouvoir de décision. C'est pour ça que l'ensemble des entreprises qui vont émettre des titres au niveau du marché financier, ils vont émettre des titres qui généralement ne dépassent pas à 40 ou 49% afin de garder toujours le rôle de l'actionnaire majoritaire et de garder toujours le pouvoir de décision sur les différentes stratégies de l'entreprise. OK? Donc, le rendement des actions. OK? Là, le rendement des actions, il va augmenter ou là, il va baisser. Parce qu'il dépend de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, l'état de santé de la société émettrice de l'action. Okay? Quand on va parler de l'état de santé de la société émettrice, on va parler de l'état financier de la société émettrice. Est-ce que c'est une société qui est endettée ou c'est une société qui ne l'est pas? Est-ce que c'est une société qui est en bonne santé financière ou c'est une société qui ne l'est pas? À travers l'étude des différents documents financiers de l'entreprise qui nous permettent
hein, ou là qui permettent aux actionnaires qui veulent acheter les titres émis d'avoir une idée sur la santé financière, sur la santé financière de la société émettrice de l'action. Parmi les facteurs aussi qui influencent le rendement, on a le bénéfice réalisé par cette entreprise. Une fois le bénéfice augmente, donc généralement, avec le rendement de l'action, le dividende va augmenter. OK? Donc, on a le bénéfice que réalise l'entreprise. Aussi, c'est un facteur qui est important parce qu'il va attirer les actionnaires. OK? On a la part des bénéfices distribués. Alors, ça se peut que l'entreprise réalise un bénéfice qui est élevé, mais une très grande partie de ces bénéfices est dédiée à l'autofinancement, ce qu'on appelle le financement interne, qu'on a vu au début. Donc, il y a une très grande partie des bénéfices réalisés, euh, elle va aller vers le financement interne ou l'autofinancement, c'est-à-dire qu'on va distribuer une quantité qui est faible de bénéfices sur les actionnaires. OK? Donc, la part des bénéfices distribués est aussi un facteur important pour les actionnaires qui vont acheter les titres. Aussi, la branche d'activité, dans quelle branche d'activité exerce cette entreprise-là, et aussi la conjoncture économique. Est-ce que c'est une conjoncture économique qui est favorable à la croissance et au développement de l'activité de l'entreprise, ou bien c'est une conjoncture économique qui est défavorable, Donc, on va parler par exemple de la crise du coronavirus. La plupart des entreprises ont vécu une conjoncture économique qui est défavorable. Donc, la plupart des entreprises ont vu leur cours d'action chuter. Okay? Bien sûr, il y a quelques entreprises qui ont bénéficié de cette conjoncture économique du coronavirus. Donc, quand la conjoncture économique était favorable et depuis leur action ont augmenté. Exemple de quelques entreprises, Amazon par exemple, c'est une entreprise qui a vu le cours des actions augmenter. Okay? Donc, maintenant, ça dépend de la branche d'activité, bien sûr, et de la conjoncture économique. Donc, je les obligations. Demain, je le deuxième type de titres, les actions. Demain, je le deuxième type de titres, les obligations. Alors, l'obligation, c'est un titre de créance représentatif d'un prêt à long terme. OK? C'est un titre de créance représentatif d'un prêt à long terme. Donc, là, ce n'est pas la même chose comme l'action. L'action, c'est un titre de copropriété. Donc, un chéri de l'action, donc c'est-à-dire que j'achète une fraction, je détiens une fraction ou une partie du capital social de l'entreprise. OK? Et je vais bénéficier d'un rendement annuel, un dividende. L'obligation, ce n'est pas la même chose. C'est un titre de créance représentatif d'un prêt à long terme. C'est-à-dire, quand j'achète une obligation, c'est comme si j'ai prêté de l'argent et on va me donner un titre de créance à travers lequel on reconnaît comme quoi j'ai prêté une somme d'argent X, par exemple, sur le long terme. Alors, le prix de l'obligation, il représente le montant du prêt accordé en contrepartie d'un intérêt. Bien sûr, je ne vais pas prêter mon argent. Donc, voilà. Donc, je vais prêter mon argent, mais attention, je dois avoir un intérêt. C'est-à-dire, avec le prix de l'obligation, il représente le montant du prêt accordé en contrepartie d'un intérêt et d'autres conditions fixées lors de son émission. C'est-à-dire, je vais dire, OK, je vais vous prêter de l'argent, mais attention, voilà ce que vous allez me donner, voilà de quoi je vais bénéficier en contrepartie. OK? Les obligations, ils sont émises par l'État ou bien par les collectivités locales. Donc, les actions. Donc, ils sont émises par l'État ou bien par les collectivités locales. Le rendement des obligations est sûr et certain et déterminé à l'avance. C'est un produit qui est sûr. Donc, je fais les actions. On a le cours de l'action qui est là, ok, il peut augmenter, comme il peut baisser, il peut chuter. Le cours de l'action, il peut
augmenter comme il peut chuter. OK? Donc, là, au niveau des obligations, non, c'est un produit qui est sûr et certain. Donc, là, le prix, il est déterminé à l'avance et il est sûr et certain. Et le cours de l'obligation, il a chuté. Non, on se met d'accord dès le début sur le prix de l'obligation, sur le rendement de l'obligation. OK? Donc, le marché financier, lui aussi, qui le marché financier, le marché monétaire, il a été réformé. Le marché financier aussi, lui, il a été réformé. OK? Donc, il faut la réforme le marché financier. Alors, la réforme de la bourse des valeurs. La bourse de valeurs liée à la bourse de Casablanca. OK? Alors, parmi les mesures de la réforme du marché financier, on a la restructuration et la dynamisation de la bourse de Casablanca. La restructuration et la dynamisation de la bourse de Casablanca poursuit trois objectifs. D'abord, l'animation du marché boursier, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attirer un plus grand nombre d'intervenants, c'est-à-dire des agents offreurs de capitaux et des agents demandeurs de capitaux. Okay? On va essayer de sécuriser les intervenants sur le marché, ce qu'on va appeler des mesures de contrôle des opérations boursières visant à protéger l'offreur de capitaux. Donc, pour attirer avec l'offreur de capitaux, avec l'agent à capacité de financement qui a des ressources, pour l'attirer à investir ses ressources au niveau du marché financier, il faut le protéger. Donc, il faut le sécuriser. Il faut sécuriser son épargne. Okay, pour qu'il puisse être motivé à investir son argent dans la bourse. Et là, bien sûr, on va mettre en place des mesures de contrôle des opérations pour protéger avec l'offre de capitaux contre l'escroquerie boursière, par exemple, l'escroquerie financière au niveau de la bourse. Okay? Et sur Internet, vous pouvez trouver plusieurs exemples d'escroqueries et de scandales boursiers. Vous pouvez trouver plusieurs exemples. Donc là, il faut d'abord attirer un, un nombre important d'intervenants au niveau du marché boursier, mais il faut aussi sécuriser avec le marché boursier pour attirer cette offre de capitaux. Il faut aussi assurer la liquidité et la rentabilité des placements. Donc, à n'importe quel moment, un agent peut céder le titre et peut récupérer son placement. Okay? C'est-à-dire que si j'achète de l'action, la bourse par exemple, à n'importe quel moment, je peux la revendre. Bien sûr, si c'est une action, alors je peux la revendre et perdre mon argent, ou bien gagner. Je perds quand je vais réaliser une moins-value. Si le cours a chuté, je vais gagner, je vais réaliser une plus-value si le cours de l'action a augmenté, par exemple. Mais j'ai toujours la possibilité de céder le titre. OK? Je peux perdre ou je peux gagner, mais on n'a pas le droit de me dire que vous ne pouvez pas céder le titre et récupérer votre liquidité. OK? Donc, toujours dans le cadre de la réforme de la bourse des valeurs, de la bourse de Casablanca. Les organismes chargés de réaliser ces objectifs sont les objectifs desquels on vient de parler. Les trois objectifs. OK? On a la société gestionnaire, c'est la société qui gère la bourse de Casablanca. C'est un organisme qui est chargé de gérer la bourse des valeurs de Casablanca, conformément à la réglementation en vigueur, contrôle des opérations effectuées par les sociétés de bourse, c'est-à-dire qu'on va essayer de contrôler l'ensemble des opérations effectuées par la société de bourse.
C'est-à-dire il y a plusieurs sociétés de bourse et la société gestionnaire, elle va essayer de contrôler les opérations effectuées. Est-ce que c'est des opérations qui respectent les conditions d'échange boursier? Ok. On va essayer aussi de lutter contre un nombre dont on a parlé. Ça peut être d'escroquerie au niveau de la bourse. Exemple ici, on a le délit d'initié. OK? Donc, le délit d'initié, je vous donne un exemple du délit d'initié. Donc, ça fait quelques années, il y avait par exemple un avion d'Air France, un avion Airbus. Si je me rappelle bien, c'est un avion qui assurait le vol entre Paris et Rio de Janeiro, c'est-à-dire entre la France et le Brésil. Et c'est un avion qui avait connu un crash d'avion, c'est-à-dire que l'avion est tombé dans la mer. Ok, c'était un accident, un crash d'avion. Alors, si je me rappelais bien, le PDG de l'entreprise aérienne, dès qu'il a su que l'entreprise est tombée dans l'eau, dès qu'il a su l'accident de crash d'avion, avant que l'information ne soit publique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu ses actions. Ok, il a vendu ses actions avant que l'information ne soit publique. Pourquoi? Parce que si l'information est devenue publique, si l'information devient publique, les actions vont automatiquement chuter. Le cours des actions va chuter. Le cours des actions va baisser. Et automatiquement, si le cours des actions va baisser, il va vendre ses actions avec une moins-value. Donc, il a décidé de vendre les actions avec une plus-value, sachant très bien qu'il sait très bien que les actions, le cours des actions va chuter parce qu'il y a eu un accident de crash d'avion. Donc, le PDG de cette entreprise aérienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité d'une information qu'il détient et que les autres ne détiennent pas. Ok. Donc, automatiquement après l'accident, le public ne savait pas qu'il y a eu un crash d'avion de l'avion qui a quitté Paris vers Rio de Janeiro. Ok. Donc lui, dès qu'il a su l'information, la première chose qu'il a faite, c'est de vendre l'action, les actions qu'il détenait, en réalisant des plus-values avant que le cours de l'action ne chute. Ok, donc le PDG de l'entreprise aérienne a été poursuivi en justice pour ce qu'on appelle un délit d'initié. Ok, c'est-à-dire qu'il a fait une vente suite à une information dont il disposait et dont les autres ne disposaient pas. Ok, donc c'est un délit, c'est un délit qui est puni par la justice et qu'on appelle un délit d'initié. Donc c'est un exemple de délit que la société gestionnaire de la bourse doit faire face. C'est pour ça qu'elle est toujours en train de contrôler les opérations effectuées par les sociétés de bourse. OK? Donc, on a un autre organisme, le Conseil déontologique des valeurs mobilières. Qu'est-ce qu'il va faire, le Conseil déontologique? Il veille au respect des lois qui régissent le marché boursier. Il contrôle les intermédiaires boursiers et les opérations en bourse. Il autorise des nouvelles introductions et radiations de certains titres. OK? Donc là, il va autoriser des nouvelles introductions de titres, c'est-à-dire émission de nouveaux titres, ou bien radiation de certains titres, c'est-à-dire qu'on va supprimer des titres financiers de la bourse qui ne vont plus être vendus ou bien échangés au niveau de la bourse de Casablanca. Et là, on va parler de radiation, c'est-à-dire suppression. Éliminer ces titres de la bourse. On a aussi les sociétés de bourse, les organismes qui exécutent les transactions sur les valeurs
mobilière. Et on a les OPCVM, les organisations de placement collectif de valeurs mobilières. C'est un panier de titres communs à plusieurs investisseurs. On en a déjà parlé pendant le semestre 3. OK? Donc, on parlait toujours de la réforme du marché financier. Hein, donc, on parle des OPCVM, le panier de titres communs à plusieurs investisseurs. Ah, donc, les OPCVM, ils se divisent en deux. On a les SICAV et on a les FCP. Les SICAV, c'est les sociétés d'investissement à capital variable. C'est une société anonyme dont les investisseurs sont les actionnaires. OK? C'est une société anonyme dont les investisseurs sont des actionnaires et on a dit qu'un actionnaire, c'est un copropriétaire. OK? Et on a les FCP, qui est un fonds commun de placement. C'est-à-dire qu'une fois on va investir notre argent dans des FCP, des fonds communs de placement, on a une copropriété de valeur mobilière, mais qui est dépourvue de la personnalité morale. C'est-à-dire qu'au niveau des FCP, les FCP, je n'ai pas de personnalité morale. Donc, alors que les SICAV, il s'agit d'une société d'investissement à capital variable. Okay? Donc, c'est une société anonyme dont les investisseurs sont actionnaires. Donc, si je vais investir mon argent dans les SICAV, alors je vais acquérir des actions. Okay? Donc, je suis copropriétaire de la société d'investissement à capital variable. OK, donc je suis actionnaire, je suis copropriétaire. Par contre, si je vais investir mon argent dans des FCP, dans le fonds commun de placement, alors je vais être copropriétaire de valeurs mobilières et non pas copropriétaire d'une entreprise. Donc, l'entreprise, elle a une personnalité morale, alors que les FCP n'ont pas de personnalité morale. Okay? Donc, je suis actionnaire dans une société au niveau des SICAV, alors qu'au niveau des FCP, je ne suis pas actionnaire, mais je suis copropriétaire des valeurs mobilières. OK? Donc, les OPCVM, si je veux investir mon argent dans des OPCVM, j'ai le choix entre les SICAV et entre les FCP. SICAV, c'est-à-dire que je vais devenir actionnaire, je vais devenir copropriétaire, alors que les FCP, je vais devenir copropriétaire des valeurs mobilières et non pas copropriétaire ou actionnaire dans une entreprise qui a une personnalité morale. Au niveau des FCP, je n'ai pas de personnalité morale. Alors, caractéristiques des SICAV ou des FCP, qui relèvent des OPCVM, ils ont une valeur liquidative. Ça veut dire quoi, une valeur liquidative? C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à la loi de l'offre et de la demande. Et comme quoi le cours de les SICAV ou les FCP, il a baissé ou il a chuté parce que l'offre a augmenté ou là parce que l'offre a chuté, par exemple. Okay? Donc, les SICAV et les FCP, ils ont une valeur liquidative. Elles n'obéissent pas à la loi de l'offre et de la demande. Okay? C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai investi 1 million de dirhams, alors quand je vais vendre avec le cours, alors je vais récupérer 1 million de dirhams. C'est-à-dire que la valeur que j'ai investie, le montant que j'ai investi, et j'ai récupéré en contrepartie, par exemple, des SICAV ou des FCP. Donc, les SICAV ou les FCP, ils peuvent à n'importe quel moment être transformés en une valeur liquide. Et c'est une valeur que j'ai déjà, avec laquelle j'ai déjà acheté ces titres. C'est-à-dire, si j'achète donc les titres à 1 million de dirhams et je veux le vendre, on va me donner 1 million de dirhams.
OK? Mais rigoloche là, le cours, il a chuté parce que l'offre, il est trop élevé, etc. Non. OK? C'est une valeur qui est liquidative. Je peux automatiquement et directement avoir la liquidité que j'ai investie dans ces titres. OK? Deuxième caractéristique, parfaitement liquide. Donc, les SICAV et les FCP, ils sont parfaitement liquides. Ils sont parfaitement liquides. Le détenteur a le droit de les céder à n'importe quel moment aux OPCVM qui sont obligés de les acheter. Okay? Le détenteur de ces titres a le droit de les céder à n'importe quel moment et aux OPCVM qui sont obligés de les acheter. Si j'ai investi mon argent dans des SICAV, des FCP et je veux les revendre, donc les OPCVM, c'est eux qui vont acheter donc les titres avec le montant d'achat que j'ai investi au début. OK? Donc, là, je ne vais pas chercher, par exemple, des acheteurs qui vont être intéressés par ces titres et essayer de négocier les prix. Non, je vais vendre automatiquement aux OPCVM avec le prix que j'ai investi au début. C'est-à-dire, il n'y a pas d'offre et de demande. OK? C'est l'OPCVM qui va vendre et c'est l'OPCVM qui va acheter. OK, donc, c'est des caractéristiques des SICAV et des FCP. Valeur liquidative, et facilement transformable en liquidité et parfaitement liquide, c'est-à-dire que je peux les vendre à n'importe quel moment. Donc, quand on parle de marché financier, alors le marché financier, il est divisé en 3 marchés. Donc, on a un marché de croissance, un marché principal et un marché de développement. Le marché principal. Donc, quels sont les critères d'introduction au marché principal? D'abord, il faut émettre des titres pour un montant minimum de 75 millions de dirhams. OK? Donc, pour accéder, pour être introduit, que l'entreprise soit introduite au niveau du marché principal, alors, il faut que cette entreprise émette un montant minimum de 75 millions de dirhams. OK? Il faut diffuser un minimum de 250 000 actions dans le public. Il faut avoir des capitaux propres d'au moins 50 millions de dirhams. Capitaux propres, on en parle de la capacité d'autofinancement. Il faut avoir des capitaux propres au moins de 50 millions de dirhams. Et bien sûr, les 3 derniers bilans doivent être certifiés. OK? Donc, c'est les conditions d'introduction sur le marché principal. Un deuxième, le marché de développement. OK? Critères d'introduction sur le marché de développement. Il faut que l'entreprise émette des titres pour un montant minimal de 25 millions de dirhams. Bon. Et là, le marché de développement, on a un prix ou un montant minimum qui est beaucoup plus inférieur que celui du marché principal. Donc, émission de titres pour un montant minimum de 25 millions de dirhams. OK? Chiffre d'affaires minimal de 50 millions de dirhams. Épuiser un minimum de 100 000 actions dans le public. Et rectification des 2 derniers exercices. Alors, le troisième marché, le marché de croissance. Quels sont les critères d'introduction boursière au niveau du marché de croissance?
Émission de titres pour un montant minimal de 10 millions de dirhams. Donc là, ça c'est un marché au moins, hein, au moins, au moins, qui est peut-être à la portée de quelques entreprises. ماشي بحال إلا قلنا 75 millions de dirhams, ok? Diffuser d'un minimum de 30 000 actions dans le public et conclure avec une société de bourse une convention d'animation de 3 ans. C'est-à-dire que hein, il faut avoir une convention avec une société de bourse qui va se charger d'opérer les transactions hein, boursières. Et ensuite, il faut certifier le dernier bilan. OK? Donc, maintenant, on a parlé du marché financier. OK? On a parlé de la réforme du marché financier. Vous venez de voir les critères d'introduction au niveau hein, du marché financier. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Est-ce qu'on peut dire que le marché financier a atteint son objectif? La réforme du marché financier, est-ce qu'il a atteint son objectif? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des barrières. OK? Les barrières, on a les critères d'introduction qui sont trop difficiles, trop élevés. Hein, c'est des critères draconiens. Parce que le montant minimum à émettre est de 10 millions de dirhams, de 25 millions de dirhams, de 75 millions de dirhams. Est-ce que les PME vont pouvoir émettre des titres hein, au niveau du marché financier, par exemple? Okay. Donc, le marché financier, il reste inaccessible pour le PME. Et d'ailleurs, les entreprises cotées en bourse au Maroc, ils sont en nombre hein, que de combien? De 76. 76 entreprises qui sont cotées en bourse, c'est-à-dire qui sont introduites dans le marché financier. Hein, OK? Les 76, ils sont généralement des grandes entreprises. Hein. Si on ne va pas dire de très grandes entreprises, de très grands groupes. Alors que le tissu économique marocain, il est composé hein, majoritairement, donc plus de 90% des entreprises au Maroc, hein, c'est des petites et moyennes entreprises. Donc, est-ce que le marché financier est attractif pour les PME? Non. Est-ce que le marché financier représente des modalités de financement, un moyen de financement pour les petites et moyennes entreprises? Non. Est-ce que les petites et moyennes entreprises peuvent trouver des moyens de financement, peuvent disposer des moyens de financement, peuvent se financer à travers le marché financier? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières. Ouais, les barrières, c'est les critères d'introduction au marché financier. Que ce soit le marché de développement, ou là, le marché de croissance, ou là, le marché principal. Les critères, ils sont élevés. Okay, c'est des critères difficiles, si on ne va pas dire des critères draconiens, des conditions draconiennes d'introduction. OK? Donc, en ce qui concerne le marché financier, donc, d'abord, le financement direct ou le financement des intermédiaires, je fais la réforme du marché financier, il y a la réforme de 1995, elle n'a pas atteint son objectif. Ou je fais la réforme du marché financier, ok? Tahia, elle n'a pas atteint son objectif. L'objectif, hein, c'est d'essayer d'atteindre les agents économiques à besoin de financement, d'atteindre un nombre maximum d'agents économiques à besoin de financement. Les entreprises ou les ménages qui ont besoin de financement et leur offrir hein, des moyens pour qu'ils puissent se financer, pour qu'ils puissent disposer de moyens de financer leurs besoins. Donc, quand on parle de financement direct, hein, le financement direct, c'est-à-dire le marché de capitaux, et le marché de capitaux se divise en deux, un marché monétaire et un marché financier. Je fais la réforme le marché monétaire ou je fais la réforme le marché financier. Il y a toujours des barrières pour les agents économiques. Il y a toujours des barrières pour les ménages et les entreprises. Les barrières, hein, c'est le montant minimum fixé pour les titres hein, de créances négociables au niveau du marché monétaire.
ainsi que les critères d'introduction au niveau du marché financier. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'on va dire? Le marché monétaire ainsi que le marché financier restent inaccessibles pour les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 90% du tissu économique marocain. Plus de 90%, c'est-à-dire que 90%, hein, mais les entreprises marocaines, hein, ou les entreprises qui opèrent au Maroc, ce sont des petites et moyennes entreprises. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va dire à la fin au niveau du financement externe? Je fais le financement indirect, ou le financement intermédiaire. Il a été réformé par la réforme de 1993, par la réforme de 2006, mais il n'a pas toujours atteint son objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures prudentielles, il y a des règles prudentielles et des conditions d'éligibilité qui sont draconiennes, parce qu'on a respecté les standards internationaux à travers les règles qui sont prescrites au niveau du traité de Bâle 1, de Bâle 2 et de Bâle 3. Donc, les mesures prudentielles rendent la majorité des agents économiques au Maroc non éligibles au crédit, non éligibles au financement intermédiaire, non éligibles au financement indirect. Donc, les agents économiques, ils aiment le financement direct, ils vont aussi trouver des barrières. Les barrières au niveau du marché monétaire, c'est le montant minimum fixé pour les titres de créances négociables. Ils aiment le marché financier, ils vont trouver aussi des barrières liées aux critères d'introduction qui sont trop difficiles. Les critères d'introduction au marché financier. Le marché de développement, marché de croissance et le marché principal. Donc, le résultat, c'est qu'il y a un très grand manque de financement pour les PME qui représentent plus de 90% du tissu économique marocain. Donc, malgré les différentes réformes des canaux de financement de l'économie marocaine, de financement des agents économiques, il y a un très grand manque de moyens de financement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des barrières. On a des barrières pour le financement indirect ou on a des barrières pour le financement direct. C'est des réformes qui ont apporté de nouvelles mesures, de bonnes mesures, mais il y a toujours des barrières. Des barrières qui représentent un frein, un obstacle pour l'accroissement des modalités de financement de l'économie marocaine. Et depuis, le constat final, c'est qu'il y a un très grand manque de moyens de financement. On n'a pas pu, à travers ces réformes, irriguer le financement de l'économie marocaine. Ça veut dire quoi? On n'a pas pu irriguer le financement de l'économie marocaine. On n'a pas pu atteindre la plupart des agents économiques à besoin de financement. On n'a pas pu atteindre la plupart des agents économiques qui n'ont pas les moyens d'autofinancement, qui n'ont pas la capacité de financement. Et depuis, c'est pour cela qui n'ont pas choisi le financement interne et ils ont choisi le financement externe. Mais même si ils ont choisi le financement externe, c'est-à-dire l'appel au fonds extérieur, alors ils vont trouver des barrières au niveau du financement indirect ou là au niveau du financement direct. Et à la fin, on va dire que les agents économiques, finalement, ils ont trop de difficultés afin de financer leurs besoins et afin de se financer. Et bien sûr, on parle ici des entreprises, principalement des PME, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les ménages et surtout les PME, parce que l'entreprise, c'est elle qui crée de la richesse. La source de création de la richesse, c'est une entreprise, parce que l'entreprise, c'est elle qui produit de la valeur ajoutée.
et l'ensemble des pays développés, hein, ce sont des pays qui disposent euh, d'un nombre très important d'entreprises qui vont produire de la valeur ajoutée, qui vont produire de la richesse. Et donc, toute économie qui veut se développer, elle ne doit qu'encourager et qu'elle doit financer et mettre en place, mettre à disposition des entreprises les moyens de financement afin qu'elles puissent se financer et financer leurs besoins parce qu'à la fin, ils ne vont que créer des richesses. Ils vont créer de la valeur ajoutée, ce qui est bénéfique pour l'économie. OK? Donc, sur ce, notre cours touche à sa fin. Donc, on vient de finaliser le premier chapitre relatif au financement de l'économie. OK?